fait beau, il fait chaud, les oiseaux chantent. Quoi de mieux pour te raconter 3 histoires vraies d'enfants tueurs. Salut à toi, tu l'auras compris, le morbide est de mise aujourd'hui. J'espère que t'as l'estomac pas trop rempli parce qu'on va entrer dans le vif du sujet dès maintenant, alors accroche-toi. John Venables et Robert Thompson. Prends un ticket pour l'Eurostar car on a rendez-vous en Angleterre et plus particulièrement pour la ville de Liverpool. Imagine-toi, nous sommes le 12 février 1993 et notre histoire commence dans le centre commercial de Merseyside. La maman du jeune James Bulger est dans la boutique du boucher tandis que James, âgé de 2 ans, attend gentiment à l'extérieur. Et non loin de là, 2 écoliers font l'école buissonnière. Après tout, à 10 ans, Robert Thompson et Jonathan Venables préfèrent se promener et voler des figurines de trolls, des piles et de la peinture bleue plutôt que de gaspiller leur temps à l'école. C'est aussi l'occasion pour eux de s'évader de leur contexte familial difficile. Sur le chemin du centre commercial, ils se disent qu'ils perdraient bien un gamin, histoire de rigoler un peu. Voyant au loin le jeune James, ils décident de l'enlever sans faire de bruit. Ils le prennent par la main et marchent 3 km avec lui. Quand enfin ils atteignent une voie de chemin de fer, ils se disent que l'endroit est parfait. Robert et John commencent à torturer l'enfant. Ils lui jettent des pierres, des briques et enfin une barre de fer de 10 kg. Inutile de préciser que les 42 blessures que va subir l'enfant de 2 ans lui seront fatales. Les 2 garçons auraient également abusé sexuellement de l'enfant, bien qu'il l'ait toujours nié. À la suite de ça, ils décident de placer le corps sans vie de James près de la voie ferrée. Ensuite, les 2 écoliers rentrent chez eux comme si de rien n'était. C'est en voyant l'état des vêtements recouverts de traces de boue et de peinture bleue que les mamans de John et de Robert sont furieuses. Chacun est puni de son côté avec l'interdiction d'approcher l'autre. La vie reprend son cours normal, bien que des images circulent à la télévision signalant la disparition d'un petit garçon de 2 ans. 6 jours plus tard, la police sonne à la porte de chacun des garçons qui sont encore en pyjama. Ils sont arrêtés sur le champ et leur culpabilité n'est pas à démontrer. John, en pleurs, avouera le crime aux policiers devant ses parents. Robert, lui, restera beaucoup plus calme face aux policiers. Il a longtemps été identifié comme étant le leader du duo derrière cette affaire possédant des signes de psychopathie. Le 14 février, le corps du petit James est retrouvé sur la voie de chemin de fer, sectionné par un train. Qu'est-il donc arrivé aux 2 tueurs ? Ils ont été condamnés en 1993 à la détention jusqu'à leur majorité, soit pendant 8 ans. Ils sont sortis de prison en 2001 avec une nouvelle identité. Cela n'a pas empêché John de faire reparler de lui en 2010, où il écopera de 2 ans de prison pour possession d'images pornographiques infantiles. À sa sortie, une nouvelle identité lui est à nouveau donnée. Sauf qu'en 2018, rebelote. Il est à nouveau retrouvé en possession d'images pédopornographiques et est condamné cette fois à 3 ans et 4 mois de prison. Pour ce qui est des parents du jeune James, ils ne s'en sont jamais remis. En 2019, ils ont protesté suite à la sortie de Detainment, un court-métrage nommé aux Oscars relatant le fait divers. Ouf, tu trouves pas qu'il fait un peu chaud là ? Barry Dale Luketis. Cette fois, on prend la DeLorean jusqu'en 1996 pour débarquer à Washington. Et oui, je te fais voyager, moi je suis comme ça. Ah, les années lycée, le baccalauréat, les cours, le basket, Gabriela Montez. Je m'égare. Je disais, le lycée et plus particulièrement le lycée Middle School à Moses Lake. Nous y retrouvons Barry Dale Luketis, un adolescent de 14 ans qui suit des cours d'algèbre. Et ce qu'on peut dire, c'est que pour Barry, ça va pas fort. À la maison, son père entretient une liaison et sa mère est distante et a des tendances suicidaires. Elle a clairement dit à son fils de se suicider. Barry, de son côté, est sujet à des dépressions cliniques et les divers harcèlements dont il est victime au lycée n'aident pas. Le 2 février 1996, il enfile son costume de cow-boy et part pour l'école. Dans son sac, les cahiers ont laissé place à 80 cartouches de munitions pour le fusil de chasse qu'il cache sous sa veste. Après une longue marche, il arrive en cours. En entrant dans la salle de classe, il ouvre le feu sur son professeur qui meurt d'une balle dans la poitrine. Il s'exclame alors « C'est quand même mieux que les cours d'algèbre, n'est-ce pas ?» Une référence au roman Rage de Stephen King. Il tire ensuite sur les élèves, tuant 2 d'entre eux. Il va même blesser une fille en lui tirant dans le bras. Il va ensuite prendre en otage ses camarades pendant une dizaine de minutes. Son projet funeste va prendre fin lorsqu'un entraîneur de gymnastique qui a entendu les coups de feu va l'attaquer et le contrôler. Il est ensuite arrêté. Le bilan est alors de 3 morts et de plusieurs blessés. Il va être condamné à 2 peines d'emprisonnement à vie et à 205 ans supplémentaires sans possibilité de libération conditionnelle. Quand on pense que ça fait déjà 24 ans qu'il est derrière les barreaux et que sa vie est foutue, Eric Smith. Cette fois, on reste aux États-Unis, près du comté de Steuben dans l'état de New York. C'est ici que la vie du jeune Derrick Roby va basculer. C'est l'été 1993 et plutôt que d'aller au cinéma regarder Jurassic Park, Eric Smith est en balade. C'est un enfant solitaire de 13 ans, il n'a pas d'amis, est victime de brutalisation par ses camarades de classe pour ses oreilles décollées, ses lunettes épaisses, ses cheveux roux et ses taches de rousseur. En bref, c'est pas la joie pour Eric. En balade, il aperçoit Derrick Roby, un garçon de 4 ans qui se rend seul à pied à un camp d'été tout près de là.
Malheureusement, il ne parviendra pas à arriver au camp. Eric se jette sur Derrick et l'étrangle, ensuite il va lui fracasser la tête avec une pierre. Et pour finir, il va le... avec un bâton. Eric va avouer le meurtre de Derrick 2 jours après l'enterrement de ce dernier. En 1994, il est condamné à la peine maximale pour les jeunes meurtriers, soit un minimum de 9 ans, pouvant aller jusqu'à la prison à vie. Pendant son incarcération, Eric Smith n'a cessé de s'excuser, demandant pardon à la famille de la victime. Il clame que s'il le pouvait, il échangerait sa place avec celle de Derrick. Depuis 2002, toutes ses demandes de libération conditionnelle ont été refusées. Il est actuellement âgé de 40 ans et poursuit sa détention dans le centre correctionnel de moyenne sécurité de Woodbourne. Toutes ces histoires, ça donne la pêche, tu trouves pas ? Si tu y as prêté attention, tu auras certainement remarqué que le décor derrière moi commence à se vider. Et oui, je vais bientôt déménager, mais je pourrais t'en dire un petit peu plus sur le sujet très prochainement. J'espère que cette vidéo t'a plu, dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé, like, partage, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Fais attention aux enfants de tes voisins, on sait jamais. Sur ce, je te dis à plus, salut!